Bonjour, merci, je vous laisse vous installer les derniers. Merci d'être là. Je suis Arian Raimian, ingénieur pédagogique au CIPRE, le service informatique pour la pédagogie et la recherche à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Et je laisse mes collègues se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Aristide Doucet, ingénieur pour l'enseignement numérique, pareil au CIPRE, donc au service informatique pour la pédagogie et la recherche. Bonjour, je m'appelle William Chakroun, je suis ingénieur pour l'enseignement numérique. Et pareil, je travaille avec Arian et Aristide au CIPRE et je suis doctorante en musicologie. Vas-y, présenter l'intérêt. Alors, pour vous présenter notre service. Donc, notre service, c'est un service de soutien qui accompagne les enseignants-chercheurs, mais aussi les étudiants dans le développement des usages numériques de l'enseignement. Donc, cela passe par l'appui technique, l'accompagnement stratégique et la co-construction des dispositifs de formation innovantes. Et depuis 2 ans, notre service a développé une expertise spécifique sur les intelligences artificielles génératives. Et cette orientation est née à la fois de l'essor des nouvelles technologies et des problématiques soulevées de terrain. Et plutôt que de simplement promouvoir ces outils, nous cherchons à les explorer, à comprendre ce qu'ils permettent, mais aussi ce qu'ils posent comme des limites et comme des enjeux. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit notre intervention aujourd'hui. Donc là, c'était nos 3 visages. Je vais juste revenir sur le titre, peut-être parce qu'on n'a pas dit un mot dessus, très rapidement. Le titre, c'est « Intégration des intelligences artificielles génératives dans Moodle ». Peut-être que certains d'entre vous ont déjà expérimenté cela. Pour notre cas, nous, on a eu 2 expérimentations dont on va vous parler. Petit sum-up. Expérimentation hors Moodle, ce que tout le monde a dû faire. On va se saisir des différents outils possibles et disponibles. Et dans Moodle avec les plugins IA, dans la version 4.5 et la version 5. On va faire la comparaison entre les deux. Voilà. Qui parle de ça? C'est moi? Ouais. Donc, la première des choses, c'est que nous, on a commencé par faire une identification du processus d'usage des applications IAG en dehors de Moodle pour la constitution d'un parcours pédagogique, qui soit pédagogique plutôt ou techno-pédagogique. Donc, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une naissance depuis fin 2022 d'une diversité d'applications en ligne. On parle forcément de ChatGPT, mais pas que. Il y a aussi des outils comme Claude AI, Perplexity, on en passe. C'est la possibilité en effet d'intégrer ces outils-là dans différentes étapes en fait dans le processus de constitution d'un parcours pédagogique. Et donc ChatGPT qu'on évoque, forcément c'est l'outil grand public, le premier en tout cas dans ce sens. Et il est devenu en effet un acteur incontournable. Alors, une des choses aussi qui est importante, c'est que c'est des outils qui sont en fait en évolution, en perpétuelle évolution, et donc nous de notre côté, on a pris conscience que ces évolutions, elles existent par le fait que ces outils sont des modèles de langage, les fameux LLM, et donc que chaque outil, chaque éditeur qui développe donc des LLM, en effet, propose des modèles de langage qui sont de plus en plus performants. Et donc, on constate forcément ChatGPT, il y a Haiku chez Claude AI et d'autres, bien sûr. Alors, l'identification du processus, il se fait par 4 étapes et demie, on va dire, ou presque 5 étapes. Donc, c'est-à-dire un premier vraiment avec la conception d'un cahier des charges où on intègre directement déjà l'intelligence artificielle avec ChatGPT, Perplexity ou Claude. Alors, on en a évoqué d'autres, on évoque Mistral, Gemini, même Notion, en sachant que à toutes les étapes, on va les retrouver plus ou moins. Alors, ça marche aussi pour la réalisation d'un syllabus, pour constituer un parcours, pour l'idéation même du parcours au départ. Et au fur et à mesure, on va retrouver des outils qui, par contre, vont peut-être se spécialiser davantage. Notamment sur, on voit dès la 3e étape, sur la constitution des ressources technopédagogiques en tant que telles, que cela soit du texte, que cela soit de l'image, de la vidéo, donc, ou même du son, avec Vidno, Synthesia, Filmora, Midjourney, etc. Et après, forcément, on va retrouver la dernière étape qui est l'injection et les essais directement dans la plateforme pédagogique Moodle. Et donc, nous, dans une dernière étape, ce qu'on développe depuis 2 ans, c'est aussi l'analyse de tout ça. C'est-à-dire que on peut constater les évaluations de ces outils-là, des résultats qui sont faits, ainsi que du travail d'itération qui est fait par rapport à ce process-là. Donc,
nous, on a mené des analyses et des enquêtes qui permettent justement de pouvoir arriver à cette logique-là. Et notamment, je rebondis, par exemple, on a mené 2 enquêtes envers la communauté étudiante et enseignante à Sorbonne Université, plus particulièrement la faculté des lettres, pour comprendre justement ses usages, ses besoins et effectivement, à nous, le périmètre dans lequel on peut intervenir. Une question qui se pose ici, c'est quel avantage vous et nous, on a plein d'outils, on a Moodle, on a plein d'outils à l'extérieur de Moodle. Ok, quel est l'avantage d'avoir tous ces outils à disposition et quels sont les inconvénients? Dans les avantages, on pourrait dire que très bien, on a différents outils, chacun se spécialise dans un domaine précis. Donc nous, ce qu'on a opéré, c'est une différenciation fonctionnelle, on regarde la fonction de chacun de ces outils, et selon les besoins et les situations d'apprentissage, eh ben, on va se servir de différents outils pour avoir une scénarisation multimodale. Donc ça, c'est intéressant, c'est un avantage d'avoir différents outils, chacun est bon dans son domaine. Deuxième chose, souplesse méthodologique. Bah, évidemment, on va pouvoir tester différents outils, on va pouvoir voir ce qui marche le mieux par rapport à nos besoins, on va pouvoir modéliser donc les parcours et on a une marge de manœuvre dans notre exploration. Ça, c'est intéressant. Et ça nous permet d'avoir aussi une analyse réflexive des biais et de la transparence, etc. Je finis sur la vision comparative, ça en découle. Justement, quand vous testez différents outils, vous allez tester, je prends 2 exemples simples que tout le monde connaît, DALL-E et Midjourney. Génération d'images, si tout le monde a fait le test, généralement, voilà, j'en dis pas plus, mais pour ceux qui n'ont pas fait le test, faites un test de générer un Père Noël sur DALL-E et un Père Noël sur Midjourney, avec un contexte bien évidemment, vous verrez que les résultats ne sont pas les mêmes. Les inconvénients d'avoir tous ces outils hors Moodle, c'est quoi? C'est qu'on va fragmenter le flux de travail en fait. Ça va prendre beaucoup de temps de switcher d'un outil à un autre, d'un site à un autre, d'avoir des comptes, énormément de comptes avec des mots de passe, etc. Parce que bien évidemment, on ne sauvegarde pas nos mots de passe dans nos ordinateurs, bien évidemment, vous le faites tous, j'en suis persuadé. La nécessité d'adaptabilité, donc il va falloir à chaque fois apprendre à se servir et comprendre la logique de chacun des LLM, de chacun des outils. Ça rajoute de la complexité. Le coût financier, il faut avoir des abonnements. Vous imaginez bien qu'avec du freemium, on ne va pas aller bien loin, donc il faut avoir des abonnements sur différentes plateformes. Et ça y est donc un coût financier, mais aussi un coût temporel. Ça prend du temps. Et un manque d'interopérabilité. C'est-à-dire que en termes de format, de formatage, etc., on n'aura pas toujours ce qu'il nous faudra. Ici, là, oui, la typologie, je vois que William me regarde. Elle m'a dit que c'était ma slide, donc je le fais. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à Moodle? Moodle nous propose quoi? Je ne sais pas si... D'ailleurs, rapidement, est-ce que certains ont testé les plugins Moodle? Non, personne? Ok. Donc je peux plus ou moins raconter ce que je veux, vu qu'on est... je plaisante. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a un connecteur IA. D'accord? Donc ils appellent ça un plugin, ils appellent ça le connecteur IA. Et ce connecteur, en réalité, il va servir juste à faire l'intermédiaire, la transition entre la plateforme, par exemple OpenAI, Azure ou autre, et Moodle. D'accord? Donc vous allez, bien évidemment, il vous faut une clé API à récupérer chez OpenAI, il faut payer, et vous récupérez cette petite clé que vous mettez dans votre connecteur IA. Ok, c'est pas vraiment un plugin, mais il est important parce qu'il fait la jonction entre l'IA et Moodle. Très bien. Après, on a un plugin qui s'appelle générateur de texte et de questions. Un générateur de texte et de questions. Pour ceux qui se servent un peu de l'IA, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il générait du texte ou des questions c'est du texte. Donc, il l'appelle comme ça. On va être un petit peu critique, hein, je préviens. On va être un petit peu critique, mais c'est pas méchant. On essaie d'être pragmatique. Mais voilà, donc en réalité, c'est juste générateur de texte. Je vois pas l'intérêt de l'appeler aussi de questions. Générateur de texte, très bien. Donc, comme vous le connaissez tous aujourd'hui, comme ChatGPT, il va générer du texte. Très bien. On a un autre plugin qui est bloc de discussion. Ce bloc de discussion, ça va être pour les étudiants et comme pour les enseignants, hein, d'ailleurs, ces plugins ils vont servir. Imaginez un étudiant qui est seul face au devoir sur Moodle, c'est le soir, il est en train de réviser, il va pouvoir chatter comme il peut le faire sur ChatGPT, sauf que là, il y a tout le contexte derrière. Donc, il va avoir ce bloc de discussion où 24/24, il va pouvoir parler avec ChatGPT. Très bien. Et enfin, c'est le générateur d'images. Qui va générer des images, mais encore une fois, vous voyez, tout ça, c'est la même plateforme. Quand vous allez sur ChatGPT ou sur Perplexity ou n'importe. Hein. Vous avez une interface et toutes ces requêtes que vous allez faire, tous ces prompts que vous allez rentrer, vous aurez les différents résultats. Sauf que là, ils les ont départagés en différents blocs. Enfin, il y a ça, c'est sur la version 4.5 de Moodle. C'est en natif. Sur la version 5, il y aura générer des questions. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, on n'a pas pu le tester, on l'indique, hein, c'est pas testé encore. Il y a le bloc de discussion qui va être amélioré.
à savoir, d'accord, merci. Le bloc de discussion qui va être amélioré, et il y a compilation et Copilix. Je ne sais pas si vous connaissez pour la détection, l'analyse d'IA. Encore une fois, on va être un petit peu critique, mais on met en garde. Copilix, vous pouvez le tester. Vous tapez Copilix App, A2P, et vous verrez que c'est exactement ça, enfin plus ou moins, qui va être intégré en plugin dans Moodle directement. Donc testez Copilix et vous ferez votre avis. Je ne sais pas si vous avez déjà testé des outils de détection d'IA, c'est pas toujours fiable. Parfois ça dit que c'est de l'IA, parfois ça dit que c'est pas de l'IA, alors que ça en est pas, etc. Donc attention. C'est dommage. Et donc, comme vous pouvez regarder le schéma suivant, illustre comment ces plugins fonctionnent ensemble, que l'on soit enseignant ou étudiant. Donc, au tout début du processus, on trouve le connecteur AI qui fait le lien entre Moodle et différents éditeurs d'IA comme ChatGPT ou DALL ou autres. Donc, ce connecteur est au cœur du système et oriente les demandes vers les plugins adaptés selon le besoin. Ce chemin montre aussi que les usages varient selon les rôles. Donc, par exemple, un enseignant va pouvoir formuler une consigne pour créer une activité pédagogique, tandis qu'un étudiant peut poser une question directement depuis leur espace du cours. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un système cohérent et intégré qui fonctionne entièrement dans Moodle sans avoir à en sortir. Donc, pour prendre la suite de William par rapport au schéma qu'elle a proposé, ce qu'il faut comprendre, tout d'abord, c'est le choix du provider, c'est-à-dire le fournisseur. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller dans la partie administrative, mais en fait, dans la partie administrative, il y a une partie maintenant qui s'appelle IA. AI, et dedans vous allez retrouver justement donc ce provider. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, Ariane l'évoquait, nous on a testé uniquement ChatGPT, donc OpenAI, mais en fait il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir 3 clés API, donc 3 applications, que ce soit donc OpenAI qu'on a vu déjà, Meta avec Ollama et Microsoft avec Azure. Et l'avantage que va avoir Ollama, là je vais laisser Ariane pour prendre la suite. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît. Azure, donc c'est Microsoft. OpenAI, c'est ChatGPT. Et on a Ollama. Ollama, c'est open source. Donc vous pouvez, je vais aller rapidement parce qu'on manque de temps, on était trop ambitieux, on avait trop de choses. Mais ce qui est intéressant en open source, c'est qu'on peut l'installer en local. Donc on peut contrôler les données. Vous savez bien que là, ça va être très sensible. On va en reparler rapidement à la fin, mais en RGPD, tout le monde maintenant, je pense, est conscient de ça. Les problématiques de données administratives, mais de données aussi pédagogiques, on n'a pas envie de les délivrer à OpenAI ou des groupes privés. Donc ça peut être intéressant. On peut avoir cette confidentialité, cette sécurité des données. Dans un certain sens, il y a l'inconvénient, c'est que ça va nécessiter, en installant en local, beaucoup de coûts. Ça va nécessiter des serveurs, des GPU. Ça va nécessiter aussi un coût humain, c'est-à-dire de supervision, des gens qui vont s'occuper de cet écosystème. Et dans un autre sens, ça peut réduire les coûts parce qu'on l'utilise en local, on ne va pas payer d'abonnement. Mais de l'autre côté, pareil, encore une fois, comme je vous ai dit, là, le coût financier, le coût technique, etc., il va être important. Et dans l'intégration et l'autonomie, il va y avoir des avantages et des inconvénients, encore une fois. Les avantages, c'est la possibilité d'adapter le modèle aux besoins du LMS, parce qu'on l'installe en local, donc on peut vraiment le façonner et on peut le compartimenter, on peut faire des règles, on peut mettre, par exemple, s'il y en a qui sont en littérature ou d'autres en histoire, en archéologie, etc., on peut mettre des bases d'informations qu'on va maîtriser et qu'on va nourrir pour que l'IA soit plus performante et plus précise sur les besoins. Mais derrière, voilà, il va y avoir aussi un délai technologique, c'est-à-dire que pour remettre la machine pour faire les mises à jour, etc., ça va être long, ça va être compliqué et on n'est pas sûr de suivre le rythme. J'enchaîne avec les objectifs. Donc, selon le laboratoire d'innovation de Moodle, donc ces plugins ont été conçus pour répondre à 6 objectifs différents. Donc, le premier, c'est pour gagner du temps. Le deuxième, c'est pour aider à créer des contenus plus riches. Le troisième, c'est pour rendre les contenus plus accessibles. Le quatrième, c'est pour proposer un accompagnement personnalisé. Le cinquième, c'est pour aider à organiser les cours. Et le sixième, c'est pour faciliter l'évaluation. On peut dire que c'est ces outils qui s'appuient sur les modèles de langage des intelligences artificielles, non pas pour tout de remplacer l'enseignant, mais de l'assister dans les tâches les plus répétitives et techniques.
Donc, au sein directement de Moodle, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez directement sur une page de conception sur une conception d'une page, quelle qu'elle soit, alors là on le voit c'est en petit, vous avez ce petit bouton qui est avec des étoiles, et donc vous allez retrouver justement ces éléments qui permettent de générer. Donc il y a de la génération de texte, il y a de la génération d'images, en tout cas sur la version 4.5, et quand on appuie dessus, il y a cette pop-up qui apparaît. Donc sur la partie gauche, vous pouvez saisir votre texte, donc votre prompt, donc que ce soit un méga ou un multi-prompt, peu importe, et vous allez obtenir un résultat derrière, sur la partie de droite. Donc ça donne différents résultats. La seule inquiétude pour l'instant qu'on y voit, c'est qu'il n'y a pas d'historique conservé par contre. Alors là, vous retrouvez ce schéma qui ressemble étrangement à celui qu'on a vu au début, justement dans l'identification du processus de constitution d'un parcours ou d'une ressource. Et là, par contre, vous voyez, c'est ce qu'on peut constater directement au milieu sur les parties 2, 3 et 4. On va retrouver cette idée que toute la partie de production, elle est synthétisée, elle se retrouve directement au sein finalement de la plateforme Moodle, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais par contre, voilà, on peut constituer ces ressources directement dedans. Et ce qui est fort, et ce qui est le plus intéressant, en tout cas, et à développer, on pense, c'est tout ce qui est dehors de l'interactivité, c'est-à-dire IHM, avec notamment la possibilité pour les étudiants d'être autonomes sur ces outils-là. Tu me le parles. Ouais. Donc, il y a deux points de vue, forcément, qui ne s'opposent pas, mais qui sont complémentaires, c'est-à-dire le point de vue de l'enseignant et le point de vue de l'étudiant. D'un point de vue de l'enseignant, justement, il y a une présence finalement prolongée de son usage, de la possibilité de constituer de la matière, que ce soit de la matière textuelle, de la matière imagée, peu importe, et la discipline, comme l'a évoqué Arian, justement, qu'on pouvait sectariser les disciplines. Il y a aussi une partie liée à l'interactivité qui est renforcée avec l'usage de cet outil, de ces outils même d'ailleurs, et forcément une incitation à l'usage des IA pour adapter selon le niveau des étudiants. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des algorithmes derrière qui permettent une adaptabilité pour les étudiants. Donc, en tout cas, pour des ressources à l'attention des étudiants, que ce soit des quiz ou des ressources. Et donc, du point de vue de l'étudiant, c'est vraiment la tendance, nous, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, c'est d'inviter les étudiants à rester directement sur la plateforme pédagogique. Pourquoi ? Parce que ça permet de rester au sein de l'institution et dans un contexte potentiellement qui pourrait être maîtrisé. Je crois que je vais m'en arrêter à ça sur cette slide. Arian, tu veux reprendre la suite ? Rapidement, les avantages que ça pourrait représenter, c'est la centralisation du flux de travail. Comme je disais tout à l'heure, ça nous évite d'aller cliquer à droite, à gauche, etc. J'essaie d'aller vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La cohérence des résultats, ça nous crée... c'est pas de ma faute, c'est le monsieur juste devant. Parce qu'on avait plein de choses intéressantes à dire, mais c'est... oui, on regarde pour les questions, parce qu'on en... Voilà. Donc la cohérence, on va pouvoir respecter l'alignement pédagogique que tout le monde connaît entre ressources, évaluation, objectifs, etc. Ça va une facilité de prise en main. Ça va éviter d'aller chercher différents outils et de les apprivoiser. Là, on a un outil simple. Mais je vais passer rapidement. On n'est pas, nous en tout cas, d'après les petites expérimentations qu'on a fait, on n'est pas satisfait parce que ça resserre le champ. En fait, ça limite. On n'a qu'un seul outil qui est pas spécialisé dans tout ce qu'on a envie. Il n'y a pas l'historique de conversation. Ça, c'est très important pour avoir une démarche réflexive. On ne va pas l'avoir. Il va y avoir... l'éditeur, d'ailleurs, on ne sait même pas, on ne nous dit pas quel modèle est derrière. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on ne sait pas si c'est 4.0, 4 mini, 3O, etc. On ne sait pas trop le modèle qui est derrière. On sait juste que c'est OpenAI. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir revoir. Et bien évidemment, on a moins de recul parce qu'on ne peut pas comparer les outils, etc. Donc c'est pas tellement concluant. Il reste 1 minute, on va faire vite. Donc, on parle aussi de logique des usages avec les intelligences artificielles. Donc, comme vous le savez, les IA, en fait, ce sont des réseaux neuronaux. C'est un ensemble de données dans l'espace. Et donc, on peut faire plein de choses avec ça quand même, malgré tout. C'est-à-dire que on peut, comme on l'a évoqué, du texte, de l'image, mais on peut aller plus loin. On peut aussi faire de l'imagerie 3D aujourd'hui. C'est pas forcément très convaincant, mais en tout cas, ça se fait. Donc, il y a vraiment une variété des choses. Et toutes ces ressources qui sont constituées, donc, l'avantage que ça a, c'est que nous, dans le contexte de la faculté de lettres, on a vu des usages extrêmement variés et des possibilités de résultats qui sont vraiment intéressants. Alors bien sûr, il y a les créations de séquences de cours, on va y retrouver des fiches de synthèse à l'attention des étudiants et la possibilité aussi de donner aux étudiants la main, c'est-à-dire des méthodes pour apprendre à apprendre grâce à l'intelligence artificielle qui devient finalement un outil d'accompagnement pour constituer des ressources. Donc ça devient vraiment un assistant à l'accompagnement de constitution de ressources et aussi pour l'étudiant potentiellement de devenir aussi un assistant pour sa propre formation. Donc il y a vraiment des possibilités qui sont relativement riches quant à ça.
Donc, je ne sais pas si on va avoir le temps pour finir. En un mot, il y a encore plein de choses à faire. La gestion des données, on est sur OpenAI et du coup, est-ce que ça pose problème? Enfin, la réponse est dans la question, mais Oui, exactement. En fait. Ça reprend l'influence. Ouais, c'est oui, ma partie, ça. Et c'est pour tout ça. Nous devons bien arrêter, parfois, etc. Bon, c'est pas mal, je suis peut-être pour cela. What we are going to do today, c'est la fin. Je ne pas ministre par rapport à une mais what that is, c'est que c'est une tia, puis ça, c'est une des bonnes health, c'est une des peurs, c'est un os, mais une os, de bien c'est de l'assistance. Den man må da gå det helt den både kunne tingene det skulle samtidig så ja for det is in the table can take by coming to finger cannot and then secure any type sum up. Oui. Merci pour la présentation. Une petite question encore sur les providers. Je suis tout là-haut. Est-ce que c'est une liste restreinte et est-ce qu'on peut mettre des providers un peu type RAG ou des providers où on peut sélectionner de différents modèles, un peu comme dans LM Studio? Et enfin, je pense à ça parce que notamment il y a RAG-AREN qui a été déployé là il y a quelques temps, et est-ce que ce serait interfaçable justement via les plugins? Et ça résoudrait quelques problèmes de RGPD, de souveraineté des données. On n'arrange pas deux avec. Une autre question? Quelque part, l'idée, voilà, c'est un peu. Ce gars, avec par exemple, il y a un continent de chirurgie à tout travail. Voilà, c'est un peu un travail sur la théorie. Il y a pour des résultats, mais c'est toujours, en l'occurrence, c'est la séance sur la gauche. Donc, sur la gauche. Sur notre domaine aussi, il y a un problème. Alors, le problème, c'est de nous, on se sert de l'IA, c'est à texter faire un modèle. Donc, c'est ce qu'on veut faire un peu dans la base, et ce qu'on veut faire en déclaration, on peut pas en faire, donc on se sert de manière un peu soucieuse. Là, le problème, c'est de faire en fait, et le loup, par la batterie, on va faire un tagant, on lui donne pas simple, c'est, alors, je une caractérisation de c'est très problématique. Et, avant, c'est pas qu'on va dire, on fait qu'on a un, la question de la 60 si on espère que ça va pour l'air par l'une de ces militaires. Parce que ramener, notre message, c'est ramener des militaires pour de l'IA, on ne voit pas de problème. C'est assez à ce que les gens c'est d'abord parce que ça c'est une algorithme, ça fait 50 ans, 70 ans qu'on en fait, et on n'a pas non plus le père dans l'intelligence artificielle pour faire d'algorithmes, et ça apporte des motifs comme une machine. Vous les éditeurs par une machine de Zadar, je pense que tout le monde connaît les chiffres sur la garde de toi. Dans ces cas, les numériques depuis 1999, il y avait déjà de l'algorithme qui ne parle pas d'intelligence artificielle. C'était un donné ou de se lever dans votre téléphone, là aussi, c'est pas de qui a remarqué. Donc, pour aussi regarder l'ensemble d'acteurs et attention à la communication qui est la meilleure dans Oui, bonjour, j'avais une question concernant l'utilisation par un enseignant sur la page de cours lorsqu'il veut ajouter une description ou une image, enfin un texte ou une image.
Est-ce qu'il y a, par exemple, un picto qui indique que ce contenu a été généré par une intelligence artificielle? Non. Et que c'est une ça que ça devient problématique de 3 thématiques. Et ça, c'est peut-être plus bien fait. Vous avez été regardé par exemple pour une Tiana Otis, qui est une artiste manager, qui dans ses coulisses est entièrement inspirée de 6 images, c'est que c'est pas. Attention, la lucidité des élèves. On est un peu en train de tâtonner quant à son indice. C'est comme ce qu'il est vraiment dans sur Ça y est, j'ai arrêté faire des études à l'université de Saint-Domingue, qui est un papier de répondre de fond devant. On aurait devant ce cardio, c'est tu peux mais du coup, c'est comme dire que là, ça oui. Bah oui. C'est pas essentiel, mais tu peux s'en faire que c'est ça. D'accord. Et j'avais juste aussi une dernière petite question. Est-ce que lorsque ça génère une image, est-ce que ça génère également la description de l'image en termes d'accessibilité? Est-ce que lorsqu'on demande la génération d'une image, est-ce que le texte relatif à la description de cette image est également saisi afin de respecter l'accessibilité? Merci. Merci à tous.